7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Vendry. Bonjour Marie, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous ce matin et puis vous nous présentez votre livre Le vrai coût du progressisme que vous publiez avec Emmanuel Rechbert chez L'Artilleur. Comment vous est venue l'idée d'écrire sur ce sujet en particulier ? Vous savez Marie, moi je suis un jeune journaliste de 22 ans, j'ai à peu près le même âge que vous et je suis un passionné de politique depuis mes années de lycée. Et en fait, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte que les idées progressistes avaient infusé mais vraiment tous les pans de la société. Ces idées, elles gangrènent maintenant tous les milieux, que ce soit la justice, les médias, le monde associatif, les institutions politiques, les grandes ONG, etc. Et au vu des victoires électorales de la gauche, Mitterrand en 81, Hollande en 2012, Macron en 2017 et maintenant en 2022, c'est normal que ce phénomène se mette en place. Mais ce qui est plus déroutant, c'est qu'elles ne pouvaient pas se propager par leur seule puissance. On s'est dit, vous savez, on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, on s'est dit qu'il fallait la regarder de ce côté-là avec mon co-auteur. Et donc, on allait enquêter. On n'a pas été déçus. Parce qu'on s'est rendu compte que le progressisme est en grande partie financé par le contribuable, donc par vos impôts, Marie, et qu'il représentait 7,8 milliards d'euros par an. Et dans le contexte économique compliqué pour les Français, je le rappelle, une dette de 3 000 milliards d'euros. On a un Français sur deux qui a 10 euros près lorsqu'il va faire ses courses. Un Français sur trois qui se prive d'un repas par jour faute de moyens. Tout cela nous a paru évident de révéler le coût exorbitant du progressisme, de cette idéologie mortifère aux Français. Et je suis vraiment très fier de ce travail car c'est une enquête qui a nécessité près de 24 mois de recherche. Donc on a épluché des dizaines de comptes d'assaut, de collectivités territoriales, d'entreprises aussi. Ouais, c'est énorme, 7,8 milliards d'euros et puis 24 mois de travail. Qu'est-ce que vous avez mis derrière ce mot progressisme ? Comment vous le définissez ? Et puis pourquoi ne pas avoir plutôt choisi le terme de gauchisme par exemple ? On trouvait que le progressisme recouvrait mieux les réalités et allait plus loin que l'expression gauchisme. Dans le livre, on évoque aussi le progressisme de certains élus de droite, qui sont certains corrompus avec l'islamisme. Et puis en fait, ça se vérifie dans la définition du progressisme. Le progressisme, vous savez, il s'oppose à l'idée que l'homme soit soumis à une loi naturelle. Et les progressistes voient l'homme comme une pâte modelable jusqu'à l'infini, dont il faudra enlever toute spécificité culturelle et identitaire. Au fond, ils ne croient pas qu'il y a un projet transcendant pour l'homme. Moi, évidemment, je pense le contraire. Et comment ça se traduit concrètement aujourd'hui ? Aujourd'hui, les progressistes, ce sont les écologistes radicaux, de Greta Thunberg à Aymeric Caron, les socialistes de Mitterrand à Hollande, les communistes de Lénine à Fabien Roussel, les wokistes de Sandrine Rousseau à Delphine Ernotte, etc., etc. En fait, ce sont tous ceux qui demandent la réécriture de l'histoire, le déboulonnage des statuts, l'affaissement des frontières, ceux qui tentent d'imposer une dictature écologiste, d'étendre les droits aux minorités LGBT, etc. Et aujourd'hui, attribuer le prix d'interprétation féminine à un homme au Festival de Cannes, c'est progressiste. Vouloir déboulonner la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, c'est progressiste. En fait, il faut comprendre que la gauche se cache derrière l'idée de progrès pour en réalité cacher, détruire et effacer tout ce qui réunit l'homme depuis des siècles. Et vous savez, l'incorrect, on a été victime de ce progressisme. En 2019, on publiait un numéro sur l'immigration, Sauver des vies, rentrez chez vous. Et Média Kiosque, qui est la filiale de JCDecaux, avait refusé l'affichage de notre une par peur de ne plus respecter la responsabilité sociale des entreprises. Vous savez, c'est la RSE. En fait, c'est une norme assez floue qui est engouffrée par les militants de la diversité et de l'inclusion. Et l'année d'après, en 2020, JCDecaux s'était félicité d'avoir reçu un AAA pour ses performances RSE. Et hasard, c'est une agence internationale américaine qui lui a attribué cette note. La belle liberté d'expression des progressistes. Et qu'avez-vous trouvé dans cette enquête ? On a distingué deux canaux de transmission principaux des idées progressistes. D'abord, le canal associatif. C'est celui des groupes de pression. On met dedans les syndicats, les assos, les ONG. Il coûte environ 1,5 milliard d'euros par an. Et puis, il y a le canal institutionnel. Vous savez, tous ces mastodontes de l'État, ces institutions d'État qui ont dévié de leur mission initiale. Eux, on les chiffre à 6,3 milliards d'euros par an. Et évidemment, vous savez, 6,3 plus 1,5, c'est 7,8 milliards. Et vous commencez votre livre en parlant des dépenses sociales. Alors, en quoi elles sont progressistes pour le coup ? Là, je me suis référé au travail de Charles Prats, vous savez, ce magistrat haut en couleur et qui a fait un travail magistral là-dessus. En 2022, les dépenses sociales, elles se sont élevées à 848,9 milliards d'euros. C'est 2 fois le budget de l'État, rendez-vous compte. Et pour que le système s'équilibre, il faut des cotisants. Aujourd'hui, vous savez, il y a 200 000 avortements par an. Ce sont des futurs cotisants en moins. Et parallèlement, on laisse entrer plus de 300 000 migrants et immigrés divers sans compter les clandestins. Donc en fait, on remplace des futurs cotisants
par des ayants droit déjà présents. En fait, le problème, il est démographique. Et le sujet avait été remis sur le devant de la scène lors de la réforme des retraites, rappelez-vous. Et c'est à mon sens celui qui montre le mieux l'altérité entre le progressisme et la situation économique du pays. Il y a également d'autres problèmes qui sont expliqués dans le livre, comme l'égalitarisme des dépenses, l'absence de liberté, etc. Et vous écrivez que les idées progressistes sont en grande partie financées par des milliardaires qui font de la politique sans le dire. Alors n'est-ce pas un peu contradictoire quand on voit que la gauche semble haïr les plus riches ? Oui, mais vous savez, la gauche n'est que contradiction. Et quand on a écrit ce livre, j'ai retrouvé une tribune dans le JDD du 19 juin 2021 où en fait 10 grands patrons d'entreprise appelaient à faire bouger les lignes et promouvoir l'intégration de 50 000 personnes tous les ans. Donc l'idée en fait c'était venir plus d'immigration pour le business. Parmi les signataires il y avait Sébastien Bazin, le patron de Accor, Alain Dehaze, Adecco, Monsieur Brondin qui est chez Ikea, Didier Truchot, Ipsos, etc. Et en fait ces gens-là se drapent dans des vertus humanistes et sous couvert de volonté d'intégration, etc., ils vont essayer d'avoir de la main-d'œuvre à bas coût pour pouvoir accroître leurs revenus personnels. Et puis aussi, on parle dans le livre de 3 milliardaires que tout le monde connaît, Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Grandjean, qui en fait font en réalité de la politique, mais ils font vraiment du travail d'oligarque. En juillet 2020, ils ont soutenu un RIP porté par Hugo Clément pour mettre fin à l'élevage en cage, la chasse à courre, l'élevage intensif, les spectacles d'animaux, etc. Et puis après, on peut citer aussi également Marc Benioff, le patron de Time. Vous savez, c'est le fondateur de Salesforce. Et en décembre 2020, c'est le journal qui décerne à Assa Traoré le titre de gardienne de la démocratie. Un mois plus tard, lors d'une manifestation de la famille Traoré, on avait pu entendre des cris antisémites devant la préfecture de Paris. Et alors, en parlant de préfecture, quelles sont ces institutions dévoyées qui promeuvent des idées progressistes ? Le plus grand exemple, c'est France Télévisions. France Télévisions, 2,5 milliards d'euros par an pour étaler sa soupe progressiste à longueur d'émissions de télévision. Et à sa tête, Delphine Ernotte, qui en 2015 disait sur Europe 1 qu'il y avait trop d'hommes blancs de plus de 50 ans à la télévision et qu'il fallait que ça change. En 2021, elle a aussi refusé de diffuser un documentaire sur Jeanne d'Arc parce que Charlotte Dornelas, qui était journaliste à Valeurs Actuelles, y prêtait sa voix. De plus, elle a mis en place une part variable de la rémunération pour les rédacteurs en chef s'ils faisaient des efforts pour couvrir les sujets suivants: diversité, visibilité, outre-mer, Europe. Un beau programme en somme. Et puis Radio France aussi, 580 millions de dotations par an. Et il y a quelques semaines, je lisais Le Figaro. Et Adèle Van Rees, qui était la patronne de Radio France, disait « France Inter est une radio progressiste et elle l'assume ». Et puis, autre peut-être institution dévoyée, il y a la mairie de Paris. Dans le livre, on a enquêté sur le financement des coûts de fonctionnement d'un immeuble qui est situé au 63 rue Beaubourg et qui regroupe une myriade d'associations LGBT qui sont en réalité des coquilles vides. C'est un immeuble, je vous invite à y aller si vous voulez perdre un peu de temps. Au 63 rue Beaubourg, c'est un immeuble de 200 mètres carrés sur 3 niveaux. Et en 2018, la mairie de Paris avait financé à hauteur de 120 000 € les coûts de fonctionnement. Et en 2023, Paris a décidé d'ouvrir un second centre pour les migrants homosexuels et trans. Il y en a beaucoup, oui. Oui. Et puis, évidemment, l'Arcom. En janvier 2021, le CSA, donc l'ex-Arcom, avait demandé que les temps de parole des chroniqueurs ne soient pas décomptés. Mais c'est marrant parce qu'en mars 2021, donc 2 mois après, la chaîne CNews est sanctionnée à hauteur de 200 000 € pour incitation à la haine et à la violence pour des propos tenus par Éric Zemmour. Et en septembre, son temps de parole était décompté. Et puis pendant ce temps-là, sur France Inter, le pseudo-humoriste Frédéric Fromet chantait « Jésus est pédé » et insultait les catholiques dans l'impunité la plus totale. Ça, c'est vraiment le 2 poids 2 mesures du progressisme. Et dans votre ouvrage, vous parlez aussi des influences étrangères. Alors ça fait en plus écho à l'actualité. Vous avez rencontré des anciens membres de la DGSE qui viennent tout juste de prendre la mesure du problème. Alors comment cela se traduit-il ? D'abord, c'est un fait historique. De tous les temps, les empires ont essayé de convertir les élites des autres pays à leur mérite. C'est le fameux soft power. Et les États-Unis disposent d'un programme appelé Educational and Cultural Exchange Programs, j'ai jamais été bon en anglais, instauré pendant la guerre froide. Il a été reconnu comme un atout décisif face à l'Union soviétique. Et dans ce programme, on découvre l'International Visitor Leadership Programme. Et en fait, les ambassades américaines locales repèrent et invitent des étrangers à haut potentiel et les invitent à Washington pour leur servir les idées du moment et influer sur les élites des autres pays. En 80 ans, la capitale américaine a reçu près de 200 000 étrangers à haut potentiel, dont 500 anciens et actuels chefs d'État. Oui. Et puis, il y a l'ONG Pew, je ne sais pas si vous connaissez. Oui.
Et ben, en 2006, cette ONG américaine avait lancé son programme Héritage mondial des océans, dont le but est de réaliser des aires marines protégées à grande échelle. Et en fait, ils ont défini 13 zones où les États-Unis proposent d'aider les pays concernés à limiter les activités humaines. Et en fait, on s'est rendu compte que ces parcs sont placés à des points stratégiques des océans. Il y a par exemple les îles Chagos, vous savez, c'est la base américaine la plus importante de l'océan Indien, les Palaos, le point d'entrée de la mer de Corail, Midway, etc. Et en fait, la collusion de Pew avec les intérêts géostratégiques est tellement manifeste qu'elle en est grotesque. Et puis le patron, un des fondateurs de Pew, c'est Léon Panetta, et il a été nommé directeur de la CIA en 2009 par Obama. Et outre les influences étrangères dans votre ouvrage, vous revenez aussi sur ce contexte sécuritaire. Oui, vous savez, le bilan, tout le monde le connaît, c'est 120 attaques au couteau par jour, une agression toutes les 44 secondes dans notre pays, un refus d'obtempérer toutes les 20 à 30 minutes, etc. Sinon, on pourrait y passer la journée si je vous donnais tous les chiffres. Mais force est de constater que nous sommes dans l'incapacité de faire des citoyens policés. Auparavant, les incivilités du quotidien étaient réglées par les habitants eux-mêmes. Les gendarmes n'étaient qu'une poignée d'hommes armés, destinés à lutter contre les grands contrebandiers et criminels. Aujourd'hui, nos sociétés contemporaines ont mis en place une police chargée du maintien de l'ordre. Cependant, son travail est sapé par une justice trop laxiste, gangrénée par l'idéologie progressiste qui, trop souvent, refuse d'appliquer les peines avec fermeté. Et puis, autre élément de réponse, c'est en 92, sur la légitime défense, la majorité socialiste a voté une loi dans laquelle on trouve l'article 122-5 qui introduit la simultanéité et la proportionnalité. En fait, la défense doit être concomitante et égale à la gravité de l'attaque. Aujourd'hui, celui qui attaque ne subit plus le risque de l'attaque, alors qu'auparavant, il subissait aussi celui de la défense. Merci beaucoup, Vendrick de Kerpel, pour toutes ces explications sur le vrai coût du progressisme, votre nouvel ouvrage aux éditions de l'Artilleur. Merci Marie. En tout cas, c'est intéressant. Il nous reste 3 petites minutes là pour peut-être évoquer ce que vous venez de dire. Ça m'avait complètement échappé que la déclaration d'Adèle Van Riet, je sais pas comment on le dit ça, qui dit Radio France Inter est une radio progressiste et elle l'assume. Est-ce que Radio Courtoisie est une radio conservatrice et elle l'assume, ça passerait ça ou... Oui, elle l'assume. Ouais, je pense. Réac est une radio Réac. Disons qu'à la différence, nous on n'est pas subventionnés par les impôts des Français en fait. Et comme on est indépendant. Directement, si quand même, puisque les auditeurs qui donnent des cotisations récupèrent 66%. Donc il y a quand même de l'argent public qui... Mais il n'y a pas d'aide. Non, il n'y a pas d'aide. Et on pourrait, mais on ne fait pas de demande sur le fonds de soutien, ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Ce qui s'appelle le FSER, Radio Courtoisie n'y prétend pas pour justement être libre à 100% le plus possible. Il n'y a pas de quota d'hommes blancs non plus ici. Et c'est intéressant que pour garantir notre liberté, justement, on refuse ces aides desquelles vive la gauche, quoi. Mais ce qui est intéressant aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le progressisme n'est pas réservé à la gauche en tant que telle, mais aussi, vous parliez de l'islamo-droitisme par exemple. En fait, on voit que maintenant, elle déverse dans tous les pans, vraiment. Ouais, exactement. En fait, les élus de droite, ça a été prouvé et reprouvé, c'est qu'en fait, certains élus de droite se sont compromis avec des islamistes, ou du moins avec des gens qui sont très proches de certains islamistes. Ils ont financé des mosquées quand ils étaient à certaines mairies, etc. Et donc tout est détaillé dans le livre, et je vous invite vraiment à les regarder. Surtout si on est tenté d'aller voter les Républicains pour les élections européennes. Il y a de quoi être découragé. Pas de consigne de vote, Vendrick de Kerpel. Pas de consigne de vote. Mais je me demandais juste, est-ce qu'on peut quand même avoir espoir, par exemple, aujourd'hui, on parle des milliardaires de gauche, mais on a aussi, par exemple, le groupe Bolloré, et c'est bien, on a le fonds du bien commun, par exemple, on a de plus en plus de personnalités, d'hommes d'entreprise aussi, qui ont des fonds et qui peuvent peut-être les mettre à profit pour la droite. Ah oui, complètement. Après, est-ce qu'on est majoritaire encore dans le paysage médiatique? Ça tend à changer. Mais je suis pas. Il y a quand même encore un gros travail à faire, et notamment, en fait, surtout, ce qui va être le plus dur, c'est dans les institutions politiques, véritablement. Toutes ces élites progressistes, elles sont à la tête de tous ces mastodontes d'État, du Conseil de l'État, le Haut Conseil à l'égalité, etc. Ils ont plein de portefeuilles. Il va falloir récupérer ces portefeuilles pour pouvoir en faire des institutions qui, en fait, servent les Français véritablement et ne sert pas sa soupe progressiste à longueur de Peut-être que grâce à votre livre, ça changera justement. J'invite nos auditeurs à se le procurer, le vrai coût du progressisme. Merci beaucoup.